JO, étudiants délogés, SDF déplacés, mais aussi bénévoles exploités ou transports en commun. Donc c'est 7 caméras. La ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, est venue chez Combini pour répondre aux questions de nos 3 invités et aussi aux vôtres. Comme ça va? Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Je suis Thomas Dessalles, j'ai 40 ans. Nous, notre quotidien, c'est de faire appliquer ce code du travail avec l'ensemble des collègues et notamment de vérifier que les bénévoles soient pas des salariés et que ça recouvre pas du travail dissimulé. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques va utiliser de manière massive des bénévoles, 45 000 bénévoles. Donc, est-ce qu'il serait pas préférable d'embaucher massivement ce qui représenterait une toute petite part du budget olympique et des évaluations qui parlent de 1%, d'autant plus que, par exemple, sur un département comme la Seine-Saint-Denis, vous avez un taux de chômage que vous connaissez bien, autour de 10%. Nos Jeux Olympiques et Paralympiques, leur préparation, leur organisation s'appuie massivement sur des emplois. On a au global 180 000 emplois qui sont drainés par les Jeux. Maintenant, vous savez, dans tous les grands événements, et notamment dans tous les grands événements sportifs, on a besoin aussi d'avoir des renforts de volontaires qui, comme leur nom l'indique, ont envie de s'impliquer à titre bénévole. Il y avait 300 000 personnes qui voulaient bosser comme ça. On en a retenu 45 000, donc beaucoup moins que les candidatures, et on fait en sorte qu'ils aient les meilleures conditions possibles. Notre syndicat et plusieurs juristes, et ainsi que la Cour des comptes, dans un rapport l'année dernière, a alerté sur la problématique de ces bénévoles et les possibilités de requalification de leur statut en salarié. Ils vont avoir un certain nombre de plannings imposés, des durées du travail imposées, des consignes, des chefs d'équipe, et s'ils respectent pas ces consignes, il y a des sanctions à la clé. Des missions de chauffeur, d'accueil du public ou de gestion du stock, c'est des tâches qui pourraient être exercées par des salariés. On fait justement attention, et c'est inscrit noir sur blanc dans la charte du bénévolat, qui est un temps limité d'activité pendant la journée, qui est une durée de repos qui soit bien protégée avant de reprendre du service le lendemain, qui est des horaires maximaux. On a justement essayé d'encadrer pour qu'il y ait, oui, d'un côté cette visibilité, cette organisation dont ils ont eux-mêmes besoin, mais en même temps toutes les protections nécessaires pour que cette expérience, elle soit formidable. L'Organisation internationale du travail prévoit que l'ensemble des inspectrices du travail et des inspecteurs du travail puissent accéder à tous les locaux et à tous les établissements qui sont soumis au Code du travail. Lors de ces événements, il y a une procédure d'accréditation auquel nos services risquent d'être soumis, ce qui ferait un obstacle à nos missions. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'ils ne seront pas soumis à l'accréditation puisqu'il n'y a pas d'accréditation? Depuis 7 ans, on travaille main dans la main avec l'ensemble des partenaires sociaux et avec l'inspection du travail qui a réalisé plus de 1000 contrôles. Et cette démarche, elle va continuer. Notre carte d'inspectrice et d'inspecteur du travail doit nous permettre d'accéder à tous les événements des Jeux Olympiques. On est bien d'accord. Il n'y a pas de raison que ça y déroge. Vous savez, encore une fois, je pense qu'on est depuis le début exemplaire dans notre engagement social. Est-ce quelque chose de normal de déplacer des SDF dans une autre ville? Qu'en pensez-vous? C'est une question qui est complexe parce que ça correspond en plus à des situations humaines qui sont toujours délicates mais qui sont parfois très différentes. Il y a la question des migrants qui souvent sont en train de demander l'asile. Et dans ce cadre-là, il y a besoin de pouvoir répartir sur les différents territoires leur accueil. Puis il y a une autre question qui est dans Paris, la question des grands marginaux. Et là, il y aura un héritage social des JO pour eux. Aujourd'hui, on a déjà mobilisé plusieurs dizaines de places, on va aller beaucoup plus loin, on aura 200 places rapidement, on aura 300 places après les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, la dizaine de grands marginaux qu'on a déjà pu reloger avec la dynamique actuelle est heureuse de ces évolutions-là et il faut qu'on continue, qu'on soit auprès d'eux. C'est vraiment l'intention qui est la nôtre aujourd'hui et qui nous anime chaque jour. Bonjour. Bonjour. Hop. Bonjour, je me présente, je m'appelle Rachel, je suis étudiante en Master 1 en architecture et à la mi-juin, j'enchaîne avec mes examens et mon stage et ça, c'est mes clés. Ça fait 4 ans que j'habite chez moi dans mon appart et du coup, au 30 juin, je vais devoir le quitter. Vous, est-ce que vous vous imaginez quitter votre logement 2 semaines après un nouveau boulot sans savoir aussi exactement comment on va retrouver nos appartements, à quelle date, dans quel état? C'est vraiment une vraie angoisse, quoi. Ça fait plusieurs mois que le CNUS, que le CRUS explique la situation qui va être la nôtre pour les JO, avec la nécessité de pouvoir loger des soignants, des pompiers, des gendarmes, des personnes qui vont contribuer à l'organisation des JO. Donc maintenant, ça n'empêche pas le fait que c'est toujours un désagrément, que c'est toujours du stress
de changer de logement, et ça, je le comprends 1000 fois. On a fait en sorte qu'il y ait un accompagnement humain, qu'il y ait un accompagnement matériel, qu'il y ait un accompagnement financier, de pouvoir aussi, dans les propositions de relogement qui sont faites, tenir compte du lieu, du nouveau job. Et je suis en stage cet été. Moi, ma convention de stage, elle commence à être finalisée, mais elle n'est pas encore. On a demandé un logement sur Paris. Si on n'a pas de justificatif de convention de stage, etc., ça nous passe un peu sous le nez, ce logement sur Paris. Dans tous les cas, même les gens qui ont cette garantie-là, en fait, les logements sur Paris, il y a énormément de demandes et que, clairement, on nous a demandé de faire un deuxième choix, un troisième choix et qu'au final, on se retrouve dans une résidence qu'on ne voulait pas au début. Est-ce que vous confirmez à Rachel aujourd'hui qu'elle pourra récupérer le logement dans lequel elle a été pendant 4 ans? Oui, en tout cas, c'est absolument l'esprit, oui, dans lequel nous travaillons. Donc, c'est le Crous qui va opérer ce rapprochement-là. Moi, j'y veillerai personnellement s'il faut avec Sylvie Retailleau. Mais l'idée, c'est bien en effet de pouvoir redonner à nos étudiants toute la visibilité nécessaire, qui retrouvent le logement de leur choix pour la rentrée de septembre, absolument, à compter du 1er septembre. Même les 200 étudiants des grosses résidences au 1er septembre dans leur logement. Ça paraît un peu compliqué. C'est la démarche, en tout cas, dans laquelle on s'inscrit. Pourquoi les transports ne sont pas adaptés aux personnes handicapées? Seules quelques stations le sont sur des centaines, une honte pour une ville qui va accueillir les Jeux paralympiques. C'est vrai qu'on a pris du retard. Il faut avoir en tête que le métro parisien, c'est le plus vieux du monde. Il n'avait pas été bien rénové dans les dernières décennies. On améliore les choses à travers des nouvelles connexions, des nouvelles lignes qui se font à l'occasion des JO. Je pense à la ligne du métro L14 qui est complètement accessible. Je pense à l'extension sur le RER E et bien sûr tous les bus, tous les tramways. Plus d'une 60aine de gares en Île-de-France qui ont été l'objet de ces améliorations-là. Et il faut qu'on continue. Dans le métro historique, on a déjà des améliorations avec ce travail sur l'accessibilité universelle, travailler sur la signalétique, sur des manchons en braille, sur la sonorisation des lignes. C'était aussi tout ça qu'on voulait faire. Et ça, on est vraiment au rendez-vous de nos engagements. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Bonjour. Ok, donc je me présente, je suis Hugo Pontet. À quel âge avez-vous appris à nager, Madame la Ministre? Parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y a la moitié des jeunes qui sortent de la 6e en ayant encore besoin de ces brassards, parce que du coup ils ne savent pas nager. Tony Estanguet annonce 21 bassins en héritage pour le département de Seine-Saint-Denis suite aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Seule une partie de ces bassins servira pour la natation, parce que c'est aussi des bassins de loisirs pour les bébés. Et même avec ces infrastructures, en fait, ce qu'on remarque, c'est que la Seine-Saint-Denis restera très en deçà de la moyenne nationale au lendemain des Jeux Olympiques. Que comptez-vous faire pour que l'ensemble des élèves de Seine-Saint-Denis puissent savoir nager? Depuis plusieurs années, on a mis au point une accélération sur la natation avec 2 programmes. Il y a un programme qui s'appelle Aisance aquatique, qui est pour les 6-10 ans, et il y a un programme Savoir nager avec des attestations qui sont délivrées avant l'entrée en 6e. Moi, aujourd'hui, je vois qu'il y a 1000 noyades par an dans notre pays, donc c'est un enjeu qui est absolument majeur. On peut pas tout changer en quelques mois, mais je crois qu'on aura vraiment, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, renforcé les infrastructures pour la Seine-Saint-Denis. C'est ce qui nous a motivés à ce qu'il y ait 80% des investissements publics qui sont faits sur les Jeux Olympiques et Paralympiques sur la Seine-Saint-Denis. C'est sans précédent, un effort avec ces 18 bassins qui ont été aménagés, rénovés, légués parfois directement des installations olympiques. Et puis ce beau centre aquatique olympique, que ça puisse bénéficier, mais dès à présent, à des associations sportives, pour que dans les différents bassins, on puisse apprendre à nager et on puisse ensuite, une fois qu'on sait nager, bien développer le goût pour la natation. J'ai dû apprendre à nager, je dirais à l'âge de 6-7 ans, sur mon lieu de vacances et puis bien sûr aussi à l'école. Je me souviens en tout cas du bonheur, des premières brasses dans l'eau. Ça, j'ai effectivement envie qu'il y ait le plus de jeunes possible qui le ressentent, ce bonheur-là. Nous, ce qu'on redoute, c'est que une fois que les Jeux Olympiques et Paralympiques seront terminés, l'intérêt justement porté au sport, aux jeunes et à la Seine-Saint-Denis s'arrête. Que la Seine-Saint-Denis reste encore un des pires départements de France en matière de vrais équipements sportifs. C'est des gymnases à 9 degrés l'hiver, c'est des infiltrations d'eau, c'est des stades à 40 minutes à pied ou en bus. On sait que l'héritage ne suffit pas à rattraper. Et donc, comment accompagner encore les collectivités avec des investissements massifs pour construire et améliorer l'accès à la pratique sportive de l'ensemble des concitoyens de Seine-Saint-Denis? Vous savez, depuis 2017, l'État a investi 1 milliard d'euros
dans les équipements sportifs dans notre pays. Ça s'est jamais vu. Le milliard, ok, c'est au niveau national pour la Seine-Saint-Denis, il est même pas à 100 millions. Là où je vous rejoins, c'est que il faut continuer cet effort. Mais on fait pas tout ça pour que ça s'arrête ensuite. On fait tout ça pour qu'il y ait déjà une première marche d'escalier qui soit formidable. On va l'évaluer. C'est officiellement prévu qu'au lendemain des Jeux, il y ait une évaluation pour y compris mesurer l'évolution précise du savoir nager en Seine-Saint-Denis. On va dénombrer le nombre d'équipements qui seront sortis de terre et cet effort, on va le prolonger parce que ce qu'on veut, c'est construire cette nation sportive. C'est le sens de ce plan Génération 2024 et puis de toute la démarche qu'on entreprend avec les établissements scolaires. L'argent utilisé pour les JO est celui des Françaises et des Français. En partie, mais pas que. Si je prends le budget du comité d'organisation, c'est 4,4 milliards d'euros. Et là, il y a que 4% de ce budget-là qui sont des contributions publiques. 96%, ça vient de recettes privées. C'est la billetterie, c'est le CIO, c'est les partenaires et les sponsors. Et il y a un autre budget qui est celui de la construction des ouvrages olympiques et paralympiques, où là c'est aussi 4,4 milliards d'euros, et la part publique, elle est plutôt de l'ordre de 40 à 45%. Derrière, c'est des logements sociaux, c'est des groupes scolaires, c'est des résidences étudiantes, c'est des équipements sportifs, c'est des services, c'est des mètres carrés de bureaux, des commerces, de la proximité, c'est tous ces aménagements-là qu'on réalise. Et donc le but, c'est d'avoir de l'héritage et d'avoir quelque chose qui transforme la vie des habitants. Donc c'est en ce sens que c'est des vrais investissements publics pour le futur et pour le bien-être des Françaises et des Français. C'est tout bon pour nous. Merci. On récupère notre place.